reviendra un petit peu sur le plaquenil tout à l'heure, il y aura la page de pub médicaments indispensables chez les patientes qui ont un lupus. Donc une fois qu'on a un petit peu stratifié ce risque, vu voilà, il y a un lupus, quels étaient les antécédents, l'atteinte de cette patiente? Est-ce que c'est un petit lupus, un lupus plus sévère? On va vraiment s'adapter et personnaliser finalement la prise en charge de chaque patiente. On va s'intéresser au syndrome des antiphospholipides, qui va être défini en fait par au moins un critère clinique, donc une thrombose artérielle ou veineuse, voire de la microcirculation, et une mortalité gravidique. Donc je vous ai remis parce que c'est vraiment très spécifique. Ça va être 3 fausses couches consécutives, inexpliquées en dessous de 10 semaines d'aménorrhée, donc vraiment consécutives. Si elle a une grossesse qui se passe bien entre, ça compte pas. Une mort fétale dès 10 semaines d'aménorrhée inexpliquée par ailleurs, ou une naissance prématurée inférieure à 34 semaines d'aménorrhée d'un nouveau-né qui est normal par ailleurs. Voilà, lié à une prééclampsie ou une insuffisance placentaire, liée en fait à de la thrombose dans le placenta. Associé à ça, il faut un critère biologique avec une confirmation en fait, de ces anticorps à 12 semaines. Donc il y a les anticardiolipines, anti-bêta-2-GP1 et l'anticoagulant circulant. On va voir celui-là, finalement ça va être le plus méchant. Donc s'il n'y a que des anticorps, on n'a pas un syndrome des antiphospholipides. On va avoir une biologie antiphospholipides. Pour avoir le syndrome, il faut vraiment qu'il y ait au moins un anticorps confirmé à 12 semaines et un événement clinique. Donc on parle de SAPL primaire ou associé lorsqu'il va être associé à un lupus ou à une autre maladie auto-immune et non secondaire comme on le disait à une époque. Et donc ce que je vous disais, attention, parce que 30 à 40% des patientes lupiques vont avoir une biologie antiphospholipides, notamment des anticardiolipines. Donc dans le syndrome des antiphospholipides, on va avoir plusieurs phénotypes. Donc finalement des patientes qui vont surtout avoir des événements obstétricaux. Et même dans cette forme obstétricale, il va y avoir les problèmes du premier trimestre et les problèmes du deuxième et troisième trimestre. Il va y avoir le phénotype un peu plus thrombotique, veineux ou artériel. Et là, quand c'est artériel, ça va toucher plus le cerveau, le rein, avec un peu d'insuffisance rénale, un petit peu de protéinurie, un petit peu d'hypertension artérielle, la thrombopénie, et c'est volontiers associé à une triple positivité des anticorps antiphospholipides. Donc, au cours du syndrome des antiphospholipides, on peut avoir au niveau cutané un livédo. Donc là, je vous ai mis des images. Le livédo peut être physiologique quand il est bien fermé, c'est des petites mailles. Vous avez dû déjà voir ça sur les sujets qui ont la peau claire, fine, des petites mailles bien fermées, comme une espèce de marbrure. Le livédo pathologique du syndrome des antiphospholipides, ça va être des grosses mailles qu'on n'arrive pas à fermer. En fait, si on les suit avec le doigt, c'est comme un filet d'orange, mais avec des mailles qui vont être discontinues. Et donc qui touchent volontiers le tronc et les fesses. Donc là, je vous ai mis d'autres images. Donc ça, c'est important parce que cliniquement, à l'examen de votre patient, ça peut vraiment vous orienter. Donc au cours du SAPL, lorsqu'il y a une grossesse, on va là aussi s'intéresser et à la maman et à l'enfant, parce qu'il y a des risques des deux côtés, avec, pour ce qui est de la maman, plus de risques de prééclampsie, d'HRP, de HELP et de thrombose. Et du côté de l'enfant, toujours le risque de retard de croissance, de mort fétale, de fausse couche. Donc qui vont nécessiter un traitement et une prise en charge particulière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau obstétrical, il va y avoir vraiment deux types. Les patientes qui vont plutôt avoir des complications du premier trimestre et les patientes qui vont avoir des complications du deuxième et troisième trimestre. Et qui souvent sont deux groupes bien distincts. Et ne font pas une fois, quand c'est des fausses couches à répétition, c'est rare qu'elles fassent après la mort fétale ou le problème du deuxième et troisième trimestre. On a, pour la prévention des fausses couches spontanées, finalement des études, mais de pas très bonne qualité, où on a essayé de l'héparine, de l'aspirine,
Souvent, on est confronté à ces patientes qui ont plus de 3 fausses couches. Voilà, on a envie vraiment d'essayer des choses. Même les corticoïdes ont été essayés, les IGIV qui finalement, voilà, pour ces 2 derniers, n'ont pas montré d'efficacité. Ce qui a l'air de diminuer le risque de fausse couche, c'est l'héparine, dose curative, dose préventive, ça c'est pas vraiment statué, et en général c'est plutôt préventif, et de l'aspirine. Mais nécessité d'études randomisées qu'on n'a pas pour le moment. Au cours du 2e et 3e trimestre, donc là, vigilance. Vigilance parce que vous allez voir, et alors souvent, les femmes dont les obstétriciens ne sont pas forcément habitués, avec des complications qui vont survenir tôt au moment en fait, du 2e trimestre. Et donc on peut être voilà, embêté sur une symptomatologie qui va commencer à ressembler à un HELP, mais c'est à 20 semaines d'aménorrhée. Ouais, mais non, quand il y a un SAPL, vraiment c'est possible, tout est possible. Il faut vraiment anticiper et s'en occuper. Donc je voulais vous raconter une petite histoire d'un petit lupus ou autre. Une dame de 35 ans qui était suivie pour sa 3e grossesse. Finalement, la première grossesse, mort fétale à 23 semaines. Et puis dans le dossier, l'anesthésiste avait rapporté un problème de TCA un petit peu long pour l'évacuation. 2e grossesse, une mort fétale à 24 semaines d'aménorrhée. Donc là, un bilan est réalisé, retrouve une triple biologie antiphospholipides. Donc, le diagnostic de SAPL obstétrical peut être posé, puisqu'elle a les anticorps antiphospholipides qui avaient été confirmés à 12 semaines, et un événement obstétrical avec une mort fétale au-delà de 10 semaines d'aménorrhée, sans autre cause retrouvée. Donc elle commence sa 3e grossesse, donc on la met sous aspégique, sous l'Ovenox, et puis avec une surveillance quand même vraiment vigilante. Elle arrête l'aspégique donc à 37 semaines d'aménorrhée. En général, on arrête vers 36-37 semaines d'aménorrhée. Un petit peu, voilà, les choses peuvent être discutées en fonction des cas, notamment quand il y a une atteinte cérébrale, AVC, choses comme ça. Mais voilà, la plupart des patientes, l'aspégique va être arrêtée avant l'accouchement. Et puis, on lui donne les recommandations pour le Lovenox avec une fenêtre très étroite, bref. Elle fait une embolie pulmonaire dans le postpartum qui nécessite 15 jours quand même en USIC. Donc finalement, là, le message, enfin plusieurs messages, attention au TCA allongé et au VDRL aussi. Quand vous faites les sérologies syphilis, une sérologie syphilitique dissociée peut correspondre en fait à la présence d'une biologie antiphospholipides. Et donc vous allez avoir le VDRL positif alors que le TPHA est négatif. Donc ça doit vous faire tilt et on recherche anticoagulants circulants, anticardiolipine, anti-bêta-2-GP1. Et le message fort aussi, c'est attention au péri et postpartum. C'est qu'il y a la grossesse, il y a l'accouchement, mais il y a après. Et donc il faut vraiment que ces patientes, dans le après, elles soient vraiment surveillées avec une anticoagulation qui persiste voilà, dans la durée après. Donc toujours l'équipe de Jill Bayonne avec l'étude Promise a regardé un petit peu dans toutes les grossesses qu'ils avaient le risque chez les patientes qui avaient cet anticoagulant circulant. Je vous ai dit tout à l'heure un peu c'est le plus méchant. Et donc sur 144 patientes antiphospholipides, donc ayant une biologie antiphospholipide positive, finalement vous voyez 3% chez les patientes qui n'ont pas d'ACC qui font un accident obstétrical versus 39% chez celles qui ont un ACC. Donc vraiment sur risque de problème pendant la grossesse si la patiente a un anticoagulant circulant. Vraiment des 3, c'est le plus fort, c'est celui qu'on va craindre le plus. Aucun risque similaire avec l'anticardiolipine, anti-bêta-2-GP1, ça même à titre élevé, ça ne sortait pas. Et donc vraiment, voilà, ça va être un élément de pronostic fort. Pareil, antécédent de thrombose, 52% d'accidents obstétricaux, alors que les patientes qui n'avaient pas d'antécédent de thrombose avaient que 13% de risque de faire un accident obstétrical. Le lupus, la présence d'un lupus, 23% d'accidents obstétricaux versus 17% si pas de lupus. Bon là, la signification était un petit peu moindre et sortait uniquement en multivarié. Mais
faut quand même faire attention si associé à la biologie antiphospholipide, il y a un lupus, ça veut dire quand même que la patiente va être à sur-risque pendant sa grossesse. Et si elle a un antécédent de thrombose, donc vraiment un syndrome des antiphospholipides thrombotiques, là aussi le sur-risque en fait d'accidents obstétricaux est beaucoup plus élevé. Alors on disait que du coup c'est déjà beaucoup de formes, beaucoup de choses un petit peu graves, complications obstétricales avec des morts fétales, et on parlait du HELP. Donc on avait rapporté en fait HELP syndrome chez les patientes qui avaient un syndrome des antiphospholipides, donc une étude rétrospective de 16 cas. Vous voyez que finalement ça apparaît tôt en fait, hein. Vous voyez entre 21 et 26 semaines d'aménorrhée. Donc chez les patientes qui ont un syndrome des antiphospholipides, les problèmes commencent assez tôt. Et pour vous imager un petit peu ces propos, on avait une patiente de 30 ans qui avait comme antécédent une thrombose de l'artère sous-clavière gauche à 20 ans, qui avait fait diagnostiquer le syndrome des antiphospholipides avec une biologie TRIP positive. Donc là, un peu les signaux d'alerte, attention, elle a déjà thrombosé, attention, elle a l'anticoagulant circulant qui est positif. Donc elle était au long cours sous anticoagulants oraux avec un objectif assez élevé, puisqu'elle avait thrombosé en artérielle. En général, on cible un INR un petit peu plus élevé que quand ils ont thrombosé en veineux. Et puis, donc, sa première grossesse, on fait le relais AVK par de l'HBPM efficace, on ajoute de l'aspigique, et puis elle, on lui avait mis un petit peu de plaquenil aussi, parce que même si c'était plutôt un syndrome des antiphospholipides primaires, elle avait un petit peu de biologie lupique. Donc dans ces cas-là, surtout pour la grossesse, on n'hésite pas trop, on rajoute un petit peu de plaquenil parce qu'on sait que la grossesse, comme on disait, est à sur-risque en fait de faire des poussées de lupus. 24 semaines d'aménorrhée, elle a une douleur dans l'hypocondre gauche. À 25 semaines d'aménorrhée, elle commence à avoir un peu de tension, 16-10, 18 grammes de protéinurie, 90 000 plaquettes, les azates à 500, l'aptoglobine effondrée. Donc voilà, là, elle était en préclampsie, HELP sévère, et à 25 semaines d'aménorrhée, une interruption médicale de grossesse a été réalisée. Là, je vous montre du coup, au niveau du scanner, on voit le problème un petit peu au niveau de sa rate. Hein. Et donc, un infarctus splénique. On maintient l'héparine du coup efficace malgré ce contexte d'IMG. Et puis, du coup, elle s'améliore assez rapidement dans les 48 heures. Mais à J3 du post-abortum, elle rapporte une dyspnée, de plus en plus essoufflée. Donc, on fait l'angioscanner pour éliminer tout de suite l'embolie pulmonaire. Pas d'embolie pulmonaire. On fait l'échographie cardiaque, une FEVG à 45% à 10 heures. Une choro, pas de thrombus. Et puis, alors ça, je voudrais bien que ça vous marque un petit peu. Vous voyez les petites stries en fait rouge foncé, marron, violette sur les bouts des ongles. C'est ce qu'on appelle l'hémorragie sous-inguinale en flamèche. Alors, quand vous voyez ça, c'est les ennuis qui commencent. Donc là, je vous ai mis une autre photo. Et puis, on recherche sur la peau s'il n'y a pas d'autres choses qui apparaissent, nécrose cutanée. On a eu pas mal de patientes qui l'avaient, notamment au niveau de l'oreille. Et en fait, il faut évoquer tout de suite un syndrome catastrophique des antiphospholipides. Donc, je vous ai mis un petit peu les images, parce que voilà, une fois qu'on voit une fois, ça parle plus, et quand on le revoit sur une patiente, ça nous parle rapidement. Et puis, vous voyez, à 20h, elle avait une FEVG à 25%, à 22h, une FEVG à 15%. C'est rapide, c'est vraiment, ça part rapidement en vrille. Et ça suit très très fréquemment en fait un HELP chez les patientes qui ont un syndrome des antiphospholipides. Chez cette patiente, la thrombopénie continuait à s'accentuer. Malgré ça, il ne faut pas arrêter l'anticoagulation. Le traitement, c'est vraiment l'anticoagulation. C'est ça qui va sauver votre patiente. Et puis, elle était tellement pas bien, donc on voulait poser pose d'une voie artérielle au bras gauche, mais la pression était imprenable. Alors là, est-ce qu'il faut poser une ECMO? Alors là, attention, parce qu'elle avait une thrombose en artérielle au niveau de l'artère sous-clavière,
voilà, où la pression était restée imprenable. Donc ça, toujours faire attention aux antécédents de thrombose artérielle qui peuvent un peu fausser après la clinique. Donc finalement, pas d'ECMO, traitement par immunoglobuline. Dans le CAPS, on peut immunoglobuline ou échange plasmatique, des bolus de solumédrol et le maintien de l'anticoagulation efficace. On reprend ainsi volontiers l'aspirine et parallèlement, du coup, le tableau s'est complété avec de l'hypertension artérielle assez sévère, de l'insuffisance rénale, il lui a même fallu une dialyse. Voilà, et en quelques jours, en fait, le problème du syndrome catastrophique, c'est vraiment de faire le diagnostic et de le faire assez précocement. Une fois qu'on met le traitement, et si on arrive à le mettre rapidement, l'évolution peut être favorable. Et là, en quelques jours, vous voyez, elle avait retrouvé une fonction rénale normale, alors qu'elle avait eu une dialyse une semaine avant, une fonction ventriculaire à 50%, et ses plaquettes étaient complètement corrigées. Alors, ce syndrome catastrophique des antiphospholipides va être défini en fait par 3 atteintes d'organes ou plus. Donc, normalement, qui vont s'installer très rapidement, en général en moins d'une semaine. Alors, le top serait d'avoir une confirmation histopathologique, mais autant dire que chez ces patientes, on n'a pas trop envie d'aller biopsier. Elles sont thrombopéniques. Il faut qu'elles aient des grosses doses d'anticoagulation. Et bien sûr la présence nécessaire d'une biologie antiphospholipides. Et on avait rapporté en fait 13 cas de patientes qui donc faisaient, alors la plupart du temps dans des HELP du postpartum ou post-abortum, et qui finalement dérivaient rapidement en syndrome catastrophique des antiphospholipides. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a un peu un continuum. Et chez une patiente qui a un syndrome des antiphospholipides, qui fait un HELP, c'est vraiment, il faut que ça soit alerte maximale et pas hésiter à dégainer échange plasmatique ou immunoglobuline, corticothérapie et bien sûr maintenir l'anticoagulation malgré la thrombopénie. Parce que des fois ça peut faire un petit peu peur et c'est vraiment important. Donc on avait eu une mortalité finalement voilà, pas si catastrophique que ça et avec le principal problème, c'est le terme. Comme on disait, c'est des HELP qui surviennent tôt. Et donc forcément, à 23 semaines d'aménorrhée, faire accoucher, c'est voilà, un petit peu compliqué.